Bonjour tous les téléspectateurs de RP Media, de plus en plus nombreux à nous suivre à travers nos réseaux, donc le site rpmedia.com, le compte Twitter, le groupe Facebook. On est plus de 4000 aujourd'hui, donc c'est grâce à vous si la mayonnaise elle prend. Donc encore une fois, on se retrouve ici dans les blabla sensés où on aura 4 thèmes, dont le premier est quelles sont les opportunités et les freins de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest. Deuxième thème, qui arme les Africains en guerre. Troisième thème, le virus Ebola est-il un produit de l'industrie biopharmaceutique occidentale qui cherche un marché en Afrique? Et le dernier thème, quelle organisation possible pour la diaspora africaine de France en termes d'économie, de lobby et de représentativité? Je vais y arriver. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier thème que je vous ai cité, c'est-à-dire quelles sont les opportunités et les freins de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest. Pour ce thème-là, on va commencer par notre ami Eric. Donc c'est la première fois sur notre plateau. On va le laisser se présenter et ensuite donner son analyse par rapport à ce thème. Merci. Bonjour, je m'appelle Eric Adéchian, je suis consultant financier et en même temps entrepreneur. Je tiens à remercier toute l'équipe de RP Media pour cette invitation, car c'est la première fois pour moi d'assister à ce plateau et c'est avec un grand plaisir, en tout cas, que je suis parmi vous aujourd'hui. Et je salue également tous les téléspectateurs de RP Media qui suivent aussi bien sur les réseaux sociaux que sur le site internet rpmedia.com. Je leur adresse toutes mes salutations. Alors, pour revenir à la question du jour, aujourd'hui en ce qui concerne les opportunités et les freins de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, il faut dire que la problématique aujourd'hui de l'entrepreneuriat des jeunes a un vrai souci pour de nombreuses politiques, aussi bien en Europe qu'en Afrique de l'Ouest, en ce qui nous concerne. Je pense que, en ce qui concerne les opportunités aujourd'hui, c'est que l'Afrique de l'Ouest en particulier profite d'un dividende démographique. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui sont sur le continent, en particulier dans nos pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont la fibre entrepreneuriale. Il faut souligner que 70% quand même des jeunes en Afrique de l'Ouest ont un premier emploi. C'est-à-dire, premier emploi, c'est le secteur informel. Ils se démerdent pour quand même trouver de quoi gagner leur pain. Ce qui fait que ce premier, je vais dire, cette économie de subsistance qui tire de cette activité gomme un peu les chiffres du chômage. Parce qu'on a souvent tendance, dans certains pays, à avoir des statistiques du chômage qui sont très faibles. Notamment, quand je prends le cas du Bénin, on a un taux de chômage de 2%, mais on a un taux de sous-activité de 40%. C'est quoi la sous-activité? C'est le fait que les jeunes, ils ont des petits boulots, par exemple la vente de cartes de recharge téléphonique, qui leur génèrent un revenu. Mais un revenu qui est encore insuffisant pour pouvoir couvrir les besoins, c'est-à-dire on est sur des revenus de moins de $1 par jour, ce qui représente quasiment rien du tout. $1 en Afrique de l'Ouest, c'est quoi? C'est 600 francs CFA. 600 francs, même pas, je dirais même 450. Avec 450 francs, vous avez du mal à pouvoir joindre les deux bouts si vous devez convenablement manger en Afrique. En ce qui concerne aussi d'autres opportunités de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, c'est le fait que aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent sur le marché avec une qualification. On a des jeunes qui sont de plus en plus formés, qui ont besoin d'un encadrement, qui ont besoin d'être accompagnés surtout pour pouvoir faire prospérer leurs activités. Nous avons quand même certains États qui ont compris la dimension importante du rôle de l'État à accompagner ces jeunes entrepreneurs afin qu'ils deviennent vraiment non seulement des PME, mais de grandes entreprises. Est-ce que dans le cadre du Bénin et puis un peu partout en Afrique, aussi bien de l'Ouest qu'ailleurs,
est-ce qu'il n'y a pas un problème d'inadéquation entre ceux qui doivent mettre le cadre institutionnel, le cadre juridique et le cadre financier à la disposition des jeunes qui voudraient entreprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation, j'arriverai à prononcer ce mot-là, entre par exemple les services bancaires et les jeunes qui voudraient se lancer? Parce que sans la banque, rien n'est possible. Est-ce que ce n'est pas l'un des freins et aussi un manque de confiance entre justement ceux qui doivent mettre le cadre favorable et ceux qui décident d'entreprendre et qui sont jeunes, donc qui n'ont pas un patrimoine à mettre sur la table? Pourquoi? Parce que il faut dire qu'en Afrique, les services sont très cloisonnés. C'est-à-dire quoi? On a d'un côté le service public, les administrations, le secteur privé, les institutions représentatives, par exemple, des chefs d'entreprise, le patronat, les chambres de commerce. Il n'y a aucune synergie. Le jeune, aujourd'hui, aussi bien que l'entrepreneur chevronné, il ne s'y retrouve vraiment pas. Il faut dire que pendant longtemps, on a toujours vu des jeunes comme des salariés. Les jeunes aujourd'hui, ils ont été conditionnés un peu à être au service des entreprises plutôt que d'être à leur propre service. Ce qu'on a, on a l'habitude d'appeler auto-emploi ou entrepreneuriat. Mais les paradigmes d'aujourd'hui sont différents. Il faut voir en fait l'insertion professionnelle dans une approche globale. Parce que quand vous devez aujourd'hui créer une entreprise, vous touchez le droit, vous touchez le domaine fiscal, vous touchez le domaine social, vous touchez le domaine économique. Donc tout un panel en fait de services. Et tant qu'il n'y aura pas une synergie entre ces différentes structures, on aura du mal à pouvoir apporter une réponse, en tout cas, à l'entrepreneuriat des jeunes. Vous avez souligné aussi la dimension du financement. C'est dans 95% des cas, des personnes qui ont été interviewées, le premier handicap, le frein du financement. Un jeune aujourd'hui qui a besoin de se lancer dans une activité génératrice de revenus, il a besoin du capital de départ, ce qu'on appelle souvent le capital d'amorçage en tout cas, où ce capital d'amorçage aujourd'hui, on a toujours tendance à aller vers les banques. Et les banques, elles le prêtent. Souvent on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. Et c'est vrai, parce qu'un jeune aujourd'hui qui n'a pas de garantie, qui n'a pas de sûreté, vous commencez dans la vie, à peine vous sortez de l'école, on vous dit créez votre propre entreprise, en particulier ce que moi je vois assez souvent aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et qui est galvaudé par les institutions multilatérales ou internationales, c'est se dire allez dans l'agriculture. Mais un jeune qui commence aujourd'hui, qui finit avec son diplôme d'agriculteur plutôt, est-ce qu'il a des terres pour pouvoir se lancer? Donc il y a un véritable problème du foncier. Il y a le financement. Le financement, les banques ne prêtent pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester là à attendre? Donc, il faut trouver d'autres leviers et d'autres mécanismes. Certains pays l'ont initié. Je prends le cas du Bénin, ou même de la Côte d'Ivoire, du Mali, qui ont mis à la disposition de ces jeunes, ils ont créé des fonds pour pouvoir inciter les jeunes à recourir à ces fonds pour commencer leurs activités. Mais il s'est avéré que parfois, quand c'est mal calibré, ces fonds sont détournés à des fins qui ne sont aucunement destinées à la création d'entreprises, mais à l'enrichissement. Au Bénin, par exemple, dans le cadre du Fonds national de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, on a confié à des jeunes avec des plans d'affaires qui, moi, à mon sens, sont bidons. C'est-à-dire qu'on connaît la vente de Puwata. Chez nous, ce sont des sachets d'eau. On a donné 10 millions à des jeunes pour se lancer dans cette activité. Vous voyez, et dans le même temps, dans le cas du microcrédit aux plus pauvres, on donne 30 000 francs à des femmes qui sont engagées dans la vie professionnelle depuis des années, des commerçantes. On leur donne 30 000 francs pour faire des affaires, alors que les gens leur donnent 10 millions. Il y a un besoin d'encadrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des structures qui, par rapport en tout cas à ces antériorités d'échecs, des structures qui se mettent en place. Il faut des services d'accompagnement de ces jeunes-là, parce que le financement, c'est vrai, mais moi j'observe en tout cas, parce que j'organise un salon dédié à l'emploi et l'entrepreneuriat au Bénin, j'observe qu'en Afrique, les jeunes, ils ont tendance à réfléchir d'abord au financement, avant de pouvoir penser à l'idée qui va leur permettre d'entreprendre.
Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, quand vous avez une idée, que cette idée peut vous générer des revenus futurs, ce sont les financiers qui viennent à vous. Mais l'environnement en Afrique de l'Ouest est très difficile pour pouvoir accompagner. On parle souvent des business angels, mais business angels, c'est quand même des modes de financement qui sont propres à l'Occident qu'en Afrique. Même si ça commence à se développer petit à petit, notamment sur la place parisienne, il y a un business angel purement africain. Très bien. Alman Fanoté, donc vous aussi, c'est la première fois qu'on vous retrouve sur un plateau de RP Média, même si on vous a interviewé, je crois, 2 ou 3 fois. Donc on va vous laisser présenter votre organisation, vous présenter comme vous le souhaitez à nos spectateurs et ensuite donner votre contribution à cette thématique-là. Quelles sont les opportunités et les freins de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation, RP Média. Donc moi c'est Almami Kanouté, militant associatif, politique, donc je suis énormément engagé sur les questions liées aux injustices, aux inégalités, donc je me retrouve sur pas mal de questions de terrain en général, et pour les thématiques pour la première thématique qui a été évoquée, pour les inconvénients concernant l'entrepreneuriat en Afrique, je vais faire part de mon expérience personnelle, puisque voilà, étant franco-malien, j'ai pris une certaine habitude à me rendre quand je pouvais au Mali, mon pays d'origine. Et bien sûr, comme une majorité de franco-maliens, j'ai aussi cette ambition de contribuer à l'évolution et l'économie de mon pays d'origine. Et puis pour poursuivre plus ou moins les démarches qui ont été entreprises par nos anciens, nos parents, bien sûr, qui ont fait partie de cette génération d'immigrés, hein, qu'on présente comme immigrés, mais moi je les vois plutôt comme des précurseurs, je dirais, de ceux qui ont plus ou moins essayé de relever, je dirais, la dignité de leur pays, malgré les faits historiques qui ont laissé des cicatrices. Et pour parler d'entrepreneuriat, je pense que on a pas mal de jeunes très ambitieux, plein de bonne volonté, d'énergie, mais malheureusement ils se retrouvent, je dirais, cernés dans une situation qui malheureusement on connaît tous, hein. Je vais parler de la corruption. Eric, on a évoqué quelques lignes tout à l'heure, et tant que je pense qu'on aura affaire à la corruption en Afrique, au Mali ou dans d'autres pays où c'est très pratiqué, je pense qu'on aura du mal à avoir un esprit d'entrepreneuriat sain. Et quand je dis sain, c'est-à-dire que on ne permet pas aux Africains d'arriver ou d'aboutir au bout de leur ambition, puisqu'ils tomberont à chaque fois sur des obstacles. Et pourtant, il y a de très bonnes idées. Mais je vais prendre un exemple, c'est si un jeune veut devenir électricien, il veut monter sa boîte d'électricité, comment peut-il travailler correctement et subvenir à ses besoins si déjà dans le pays où il veut investir, il y a des problèmes d'électricité, des problèmes d'énergie. Et ça, on va pas décortiquer, puisqu'on sait que dans la capitale, il y a de moins en moins de soucis, mais quand on va dans d'autres régions, on sait que certains patelins ont encore des difficultés, ne serait-ce même à avoir l'eau ou à avoir l'électricité. Et quand on a un gouvernement en place qui effectivement nomme des ministres, et que les ministres de référence aux différents domaines ne sont pas capables de limiter la casse, et on a affaire à plutôt, on assiste à un spectacle qui pour moi est désolant, c'est qu'on a l'impression que
tout homme de pouvoir cherche à s'enrichir, plutôt qu'à enrichir son pays, à faire en sorte que chaque citoyen de son pays puisse se dire, bon ben, j'ai tous les mois, j'ai un salaire honorable qui tombe, j'ai un bon métier, mon pays commence à rouler. Et en échangeant avec certains jeunes qui effectivement présentent leur projet, bon, moi ayant grandi en France, la première question c'est: est-ce que vous pouvez nous aider financièrement? C'est le premier réflexe. Et ça, c'est compréhensible. Puisque ce qu'on renvoie de l'Occident, c'est que bon, on a des beaux vêtements, on a des grosses voitures, on vit bien. Mais j'ai eu de nombreux débats avec des proches de ma famille en leur expliquant que c'est tout un autre contexte, l'Europe. Effectivement, il y en a plein qui ont eu des diplômes, qui ont des compétences. Et ce phénomène qui fait qu'ils sont amenés, plutôt que de s'investir localement, à systématiquement avoir ce réflexe à venir en Europe ou aller aux États-Unis. Après, on peut comprendre. Je comprends ce réflexe. Mais c'est tout un mécanisme qui doit être décrypté de manière à faire comprendre aux uns aux autres que moi, je peux apporter d'où je suis, toi, tu peux apporter d'où tu es. Mais avec l'engrenage qui est, je dirais, gangréné par la corruption, il est très difficile pour ces futurs, ces jeunes entrepreneurs d'avoir, je dirais, une durée de vie suffisamment longue pour pouvoir voir, je dirais, assister à ce que tous ces projets puissent porter leurs fruits. Après, pour les freins, je vais partir sur un autre exemple, hein, pour ne pas être trop long. J'ai les compétences d'un technicien en mécanique de précision. Et il y a une époque, j'avais cette ambition de vouloir construire une entreprise de fabrication de pièces mécaniques pour l'aéronautique, pour l'automobile et autres. Et j'ai fait le tour, j'ai fait un état des lieux. Je me suis dit, mais si je décide d'implanter mon entreprise, je vais avoir des grosses difficultés d'acheminement, de logistique, parce que les routes ne sont pas toutes faites. Et là, c'est un exemple concret, par exemple. Si on veut permettre je dirais, à une certaine émancipation, une certaine autonomie, ben, il faut que certaines réalisations soient faites avant de penser, comme dirait un dicton, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Et pour parler pour l'Afrique en général, l'entrepreneuriat envers l'Afrique et dans l'Afrique, je pense que pourra fleurir et voir de beaux jours devant lui quand l'Afrique décidera de puiser dans ses richesses personnelles, les fabriquer et les vendre sans qu'on lui impose un tarif auquel on lui revendra les propres produits qui viennent de ces terres. Pour ça, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille et c'est pour ça que j'ouvrirai une parenthèse et je la fermerai très rapidement. Moi, je suis persuadé que l'avenir de l'Afrique reposera uniquement si demain les différents gouvernements, les différents chefs d'État décideront de réouvrir le livre du panafricanisme. Mais je ne parle pas du panafricanisme pour boire de l'eau minérale. Pour boire de l'eau minérale, mais je parle du panafricanisme qui a été pensé, réfléchi, écrit par des grands hommes qui ne sont plus de ce monde. Et je pense que c'est l'une des voies qui permettra à l'Afrique de marcher la tête haute.
Donc, tu n'as pas compté quel apport vous pouvez donner par rapport à ce thème-là sur les opportunités et les freins de l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique de l'Ouest. Merci. Vous m'avez présenté tout à l'heure comme un habitué. Je peux vous garantir que c'est toujours avec le même plaisir que je viens sur mon plateau, qui est cette initiative RP Media, qui est une entreprise des jeunes, qu'il est du devoir de chacun d'entre nous de soutenir. Maintenant, par rapport à la question, moi je dirais que les opportunités, tout est à refaire en Afrique de l'Ouest, tout est à construire. C'est déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout est opportunité d'entreprendre en Afrique de l'Ouest plus particulièrement. Maintenant, par rapport aux freins, quels sont les freins? Les freins, il y a beaucoup de choses dont on n'aura pas le temps de développer dans ce débat-là. Il y a d'abord le problème culturel. Il y a d'abord le problème culturel qui est que les jeunes sont plus attirés par la fonction d'employé que d'être employeur. Et il y a aussi l'attirance de la fonction publique. C'est un volet qu'il ne faut pas laisser, qui ne favorise pas l'esprit d'entreprise, et surtout du côté des gouvernants, aussi du pouvoir public. On n'incite pas beaucoup les gens à entreprendre. Il y a des problèmes de la disponibilité de l'information aussi, par rapport aux études de marché et autre chose, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas très disponibles par les jeunes. Oui, bon, les quelques rares jeunes qui initient des démarches d'entrepreneuriat, c'est qu'ils sont confrontés d'abord au problème de bureaucratie. Quand il faut ouvrir une entreprise dans des pays comme le Mali, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Par rapport au financement aussi, voilà, les banques vous demandent des garanties qui sont inaccessibles pour un jeune. Voilà, en gros, sans rentrer dans les détails, ce que je pouvais dire par rapport aux opportunités et aux difficultés d'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. Moussa Badiet Doumbia, on va vous écouter sur le même thème. Oui, bon, moi, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais les opportunités, il y en a des millions, mais on sait tout ce qui est tout à refaire, et puis, comme l'a dit les autres. Mais les freins, je vais plutôt m'attarder sur les freins, c'est-à-dire que les secteurs les plus porteurs sont entre les mains des multinationales qui dictent leurs lois. C'est un peu ça le problème. Par exemple, quand on regarde au Brésil, Nestlé a réussi à mettre en échec le plus grand projet de Lula zéro fin, parce qu'il faut dire Nestlé c'est la première puissance agroalimentaire dans le monde. Donc ils ont réussi à faire ça. Le Mali, l'EDM, c'est entre les mains des multinationales et ils ont réussi à restructurer comme ils veulent. Donc l'idée c'est de dire que bon voilà, il y a des opportunités, mais les freins sont tellement énormes que c'est très difficile pour les jeunes de s'en sortir. Et nos États, ils n'ont pratiquement pas les moyens d'accompagner justement les jeunes parce que les politiques sont dictées par les multinationales auprès justement des institutions de Bretton Woods qui freinent vraiment le développement économique de l'Afrique. Donc à mon avis, si on veut vraiment aider les jeunes, il faudrait que l'Afrique revienne sur sa position par rapport à la place qu'elle veut occuper dans l'arène internationale. Il faut savoir que Moussa Badiet Doumbia a bien fait de signifier le rôle des multinationales. Aujourd'hui, tous les pans de l'économie à l'échelle mondiale sont tenus par ces multinationales qui dictent leurs lois à l'ONU, à l'OMS, à tout ce que vous savez, donc à nos petits chefs d'État. Donc le but premier de ces multinationales-là et des pays de l'Occident, c'est de maintenir l'Afrique dans son rôle de producteur de matières premières et non de producteur de biens déjà finis. Et donc, pour en arriver là, il faut se poser juste la question de savoir pourquoi on forme des gens et ensuite ces gens, soit ils ne retournent pas dans leur pays ou ces gens qui sont formés dans leur propre pays n'arrivent pas à être insérés favorablement. Tapa l'a dit, les gens préfèrent être des employés plutôt que des employeurs. Pourquoi ce modèle-là est le modèle le plus prisé en Afrique? On vous dira toujours qu'il y a des exemples, il y en a qui s'en sortent, c'est vrai, mais c'est du misérabilisme. L'Afrique étant l'avenir de l'économie mondiale comme on le
le dit, ça fait des décennies qu'on nous le répète, ça ne se fait pas. Donc posons-nous les bonnes questions et ensuite nous pourrons tirer les conclusions et avoir les solutions et changer ça. Voilà. Et donc là, on va passer au deuxième thème qui est qui arme l'Afrique en guerre. L'Afrique ne produit pas d'armes. L'un des continents sur lesquels il y a plus de munitions qui sont utilisées. Il y a plus de victimes des armes, c'est le continent africain. Alors je vous pose la question, qui c'est qui arme l'Afrique en guerre? Moussa Badiadoumi, on va commencer par vous. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours, qui finance l'Afrique en guerre. On sait très bien que l'Afrique n'est pas producteur d'armes, mais l'Afrique s'est transformée justement en terrain d'essai, des armes de plus en plus sophistiquées. Et puis il ne faut pas oublier les lobbies des armes super puissants. Comme l'a écrit Jean Ziegler dans l'un de ses ouvrages, L'Empire de la honte, où il montrait une pyramide dans laquelle on voyait très bien les chiffres de la guerre en Irak déclenchée par Bush et ses acolytes. On sait très bien, par exemple, qu'un Donald Rumsfeld ou un Paul Wolfowitz étaient les directeurs des industries d'armement qui, par la suite, ont récupéré les marchés des armes utilisées en Irak, basé la guerre qui a été enclenchée sur des fausses accusations. Du coup, des gens comme Richard Perle aussi qui ont réussi à se faire des mains mais colossales dessus. Et revenons un peu plus en Afrique, par exemple, quand on regarde tout ce qui se passe au Rwanda, tout ce qui se passe aux deux Congos. Bon, maintenant le Congo-Brazza c'est plus calme, mais quand on voit aussi le Mali, quand on voit également le Mali, ce qui se passe au Mali, on peut se demander, écoutez, ces groupes armés-là, comment est-ce qu'ils s'arment? D'où viennent les armes? C'est de quelle marque? Ça vient de quel pays? Qu'on nous explique tous ces processus-là et surtout par quel biais transitent toutes ces armes-là et en quelle devise surtout ils payent. On sait très bien que la masse monétaire aujourd'hui sur la planète elle est contrôlée. Tous les billets sont chiffrés, on connaît les séries, on connaît tout. Pourquoi on ne mène pas une enquête sur la provenance de cet argent-là? Mais ça, ce n'est pas fait. Comme ce n'est pas fait, on laisse les armes rentrer en Afrique et in fine, derrière, on récupère les retombées économiques. C'est-à-dire, on va déclencher la guerre et après on négocie les prix de pétrole. Ça a été le cas en Libye, on a négocié et actuellement on est en train de donner des armes aux Kurdes en Irak. Au Mali, on a laissé rentrer des milliers d'armes venues de la Libye, pourtant le Mali n'a pas de frontière avec la Libye. Ça c'est clair et net, le Mali n'a pas de frontière avec la Libye, sauf que les armes ont traversé le Niger pour être au Mali. Comment ça s'est fait? Et aujourd'hui, on laisse ces gens tuer des gens. Donc c'est très simple. Comment nous expliquer que les 5 nations qui occupent les 5 fauteuils permanents de l'ONU sont les 5 nations qui vendent le plus d'armes au monde, alors que la vocation première de l'ONU c'est de maintenir la paix sur la planète Terre? Qu'on nous explique. Moi je suis sûr et certain qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs d'armes en Afrique que ces 5 nations-là. Donc qu'ils s'expliquent et puis qu'on trouve une solution. Je pense que c'est difficile de désigner un autre responsable après l'intervention de Moussa. Il est évident que c'est l'ONU. Quand on dit l'ONU, écoutez, ceux qui disposent des 5 membres permanents qui disposent des droits de veto à l'ONU sont les principaux vendeurs d'armes. Donc, comme vous l'avez si bien dit, en Afrique, nous on ne fabrique pas des chars. Donc en plus de cela, on peut citer l'État d'Israël. Il ne faut pas oublier ça aussi. Et je pense que c'est le jour où on arrivera à reformer vraiment en profondeur l'ONU, qui est ce machin-là, c'est tout sauf démocratique. Il y a un seul pays peut bloquer toutes les résolutions qui seront votées au sein de l'ONU. Je pense qu'il y aura plus de paix dans le monde. Voilà. Maintenant, comme les gens, quand on voit ce qui se passe avec la France, récemment encore, et les États-Unis, après le largage des armes en Libye par la France, puisque les populations civiles n'avaient pas les moyens d'acheter les armes, il faut les fournir gratuitement pour pouvoir vendre les armes à d'autres, pour combattre les mêmes armes qu'on a fournies gratuitement. On est en train de reprendre la même chose en Irak, soi-disant qu'il faut armer les Peshmerga. Et c'est l'État islamique du Levant qui va, quand il aura maté ces Peshmerga-là, il va récupérer ses armes
ou bien on va vendre d'autres armes pour aller les combattre. Donc c'est un cercle vicieux. Je pense que c'est pas quelque chose qui est caché, c'est connu de tout le monde, sauf que ce sont les mêmes lobbies. Ils détiennent les parlements, ils détiennent les grands médias, et ce n'est vraiment pas facile. Vous vous attaquez au gros morceau, là, comme on dit. Voilà ce que je voulais dire. Donc, les détails et les précisions ont été donnés. Après, quand on voit ce qui se passe en Irak actuellement, on peut se dire qu'aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils ne se cachent même plus. Donc, on a des intérêts sur place. Donc, plus question de laisser la main mise à des groupes armés qui ont eux-mêmes été armés par ces forces qui jouent aujourd'hui les gendarmes, qui jouent les gardiens de la paix, comme ils aiment, comme ils prétendent se présenter. Et je dirais en quelques mots que c'est un petit peu les mêmes individus qui provoquent et qui créent les chaos dans des lieux très ciblés. Donc là, on ne va pas revenir sur les matières premières, là où il y a de gros intérêts financiers, là où il y a de quoi puiser le nécessaire pour faire fonctionner leurs industries, parce que ce ne sont même pas les industries qui permettent de donner à manger aux Africains, mais à se remplir les poches eux et à se goinfrer, comme on pourrait dire vulgairement. Donc moi je pointe du doigt les mannes financières qui se cachent derrière des stratégies diplomatiques. Et pour moi, ils foutent le feu pour ensuite venir l'éteindre en disant que nous sommes la seule solution pour que vous puissiez rester en vie, que vous puissiez manger à votre faim. Mais le problème, c'est que les personnes qui mangent à la faim, les personnes qui réceptionnent ces armes, vont être exploitées un court instant, le temps de déblayer les parasites qui dérangeraient leur business, qui a été, je pense, bien réfléchi en amont, et ils déblayent le terrain, et puis bon, une fois que le sale boulot est fait, on n'a plus besoin de vous, vous pouvez rentrer chez vous, bon, les armes, vous ne voulez pas les rendre, ok, on va vous envoyer d'autres mercenaires, et puis c'est parti, quoi. On se retrouve dans un cercle vicieux, et bon là, on n'a pas le temps de s'étaler sur la géopolitique, sur voilà, toutes ces stratégies qui depuis le début perdurent et enfoncent de plus en plus le continent africain. Et je termine en précisant que quand on gratte un petit peu, je dirais, quand on gratte un petit peu autour de ces différentes tensions qui existent, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire croire aux gens que tout est lié aux religions. Et pour moi, utiliser les religions comme façade, c'est un petit peu voiler la face des gens. Et on se rend compte que l'opinion, aujourd'hui, plonge dans ces mensonges, plonge dans ces propagandes. Et du coup, on se retrouve avec des tensions soit, disons, ethniques ou religieuses. Mais derrière tout ça, quand on fouille bien, on se rend compte que là, ça part en vrille parce qu'il y a du pétrole, là, il y a de l'uranium, là, il y a du coltan. Et le seul moyen pour pouvoir continuer à exploiter un pays ou des gens, c'est de semer le chaos et faire peur aux gens. Disons que je suis quand même effaré. Mes prédécesseurs l'ont souligné. C'est vrai que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont aussi manifestement des fournisseurs d'armes. Et ce qui est étonnant en plus, en ce qui concerne l'Afrique, c'est que pour défendre leurs intérêts, comme l'ont souligné mes prédécesseurs, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que d'un côté, on a des membres du Conseil de sécurité, ainsi que leurs multinationales déguisées, qui passent par
justement les couloirs diplomatiques pour pouvoir monnayer, en tout cas, l'échange de biens, du moins de protection aussi de nos dirigeants africains contre la fourniture d'armes et en échange, ils ont besoin de matières premières. Pour certains qui n'ont pas joué le jeu, aujourd'hui, ben, ils sont partis. Ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit souvent que oui, l'Afrique, qui arme l'Afrique, ben, il ne faut pas se voir la face. L'Afrique ne fabrique pas d'armes. L'Afrique ne fabrique pas de munitions. On n'a pas la technologie. Et même, je dirais, même, on va un peu plus loin. Qui sont ceux qui forment les Africains? Ou du moins, les troupes de défense africaines? Majoritairement, ce sont encore ces Occidentaux. On comprend très bien que ce soit la France, que ce soit les États-Unis ou aujourd'hui même la Chine, quand on vous propose, on vous donne des bourses d'études pour les militaires africains de venir chez eux, c'est pas pour aller étudier des armes qui sont fabriquées par des Américains si vous allez étudier dans les universités de défense chinoises. Il faut savoir que derrière, il y a tout un lobbying. On conditionne les troupes africaines à pouvoir utiliser les armes qui sont produites par ces puissances occidentales ou orientales. Mais nous avons aussi une part de responsabilité dans ce rôle et cette redistribution géopolitique des cartes. Il faut dire que l'Afrique a été pendant longtemps, et en particulier ses dirigeants, les missionnaires de ces puissances occidentales. Il faut qu'aujourd'hui que ça change, parce que l'opinion publique africaine, notamment les peuples africains, ils ont besoin aujourd'hui de paix et de sécurité. Ça fait combien de temps qu'il n'y a plus de zone de conflit en Europe? Ça fait longtemps. On a vu la crise en Libye. Il n'y a malheureusement pas eu des réponses locales par rapport à ça. Quand je parle de réponse locale, c'est une réponse continentale. En général, on va déverser les armes pour alimenter un certain nombre de groupes, pour ne pas dire de groupuscules, parce qu'aujourd'hui, les armes qui circulent dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest, ça vient d'où? Ça vient forcément des conséquences du largage d'armes en Libye. Donc c'est un véritable fléau auquel une réponse, en tout cas appropriée, devrait être apportée. Très bien, donc pour conclure sur ce terme qui arme les Africains en guerre, il faut savoir qu'il y a des grands bandits en Afrique aussi. Je pense à un certain Blaise Compaoré, voisin du Mali, grand trafiquant d'armes. Le Burkina ne produit ni cacao ni café. Pendant la crise ivoirienne, Blaise Compaoré était devenu le premier producteur en Afrique de l'Ouest de cacao et de café. Parce que tout simplement, le cacao transitait par son pays à travers un circuit connu. Quand vous prenez la guerre au Libéria, ça avait permis à un Blaise Compaoré, à travers des échanges d'armes contre du diamant, de prospérer dans ce domaine-là. Donc en fait, si on veut vraiment mettre fin à cette consommation abusive d'armes et de munitions non fabriquées sur le continent africain par des Africains, il faut juste faire un embargo sur les armes en Afrique. Nous ne fabriquons ni avions ni bateaux. Pourquoi ne pas vérifier dans les ports, dans les aéroports en Occident, les avions qui partent, les bateaux qui partent, s'il y a des cargaisons d'armes? Pourquoi ne pas limiter ces choses? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit tous ici, ceux qui sont chargés de la gendarmerie de la paix à l'échelle mondiale sont ceux qui conditionnent l'Afrique à faire des guerres, donc à alimenter des conflits à travers la religion, à travers l'ethnie, à travers la régionalisation dans les esprits. Donc faut y réfléchir, il faut trouver des solutions. Ce qui nous permet de rebondir sur l'avant-dernier thème qui est le virus Ebola. Est-ce que le virus Ebola est-il un produit de l'industrie biopharmaceutique occidentale qui cherche un marché en Afrique? L'avenir est en Afrique, mais sans les Africains, ça c'est connu de tous. On entend toujours dire que l'avenir économique, même que c'est l'Afrique qui va tirer le monde vers le haut, mais on n'entend jamais dire que c'est avec les Africains. À mon avis, aujourd'hui, il y a un courant économique qui domine le monde, qui dépasse même le capitalisme, c'est le courant malthusien. C'est Malthus qui pense qu'il y a trop d'individus sur la Terre, donc il faut réduire un peu la masse populaire
Et je crois que ce processus est enclenché depuis l'arrivée du sida et d'autres pandémies qui ont suivi. Et donc voilà, pour moi, Ebola, c'est juste ça. Et comme par hasard, juste après la mort d'un ou des deux occidentaux, paf, il y a un médicament miraculeux qui est sorti, qui est en phase expérimentale et que l'OMS a donné son accord. Moi, je ne sais pas combien de temps il aura fallu pour le mettre en place, mais j'aimerais bien en savoir beaucoup plus, d'autant plus que ce virus est vraiment méconnu, qu'on nous explique tous les aspects et comment ça se passe concrètement. Je crois qu'il y a anguille sur roche et vraiment les lobbies pharmaceutiques, c'est comme aussi les lobbies d'armement. C'est vraiment des guerres économiques et puis on n'est vraiment pas bien dans cette situation. Voilà, merci. T'as pas compté? Oui, bon, à ce jour, nous n'avons pas de preuves comme quoi que ce serait la faute des industries pharmaceutiques. Bon. Mais bon, quand on entend un certain Jean-Marie Le Pen que M. Ebola va peut-être régler l'immigration massive des Africains vers l'Europe, on a toutes les régions du monde de se poser des questions. Non, plus sérieusement, je pense que même malheureusement, dans la matière aussi, ce n'est pas seulement nos esprits mal tordus qui pensent tout le temps au truc de manipulation ou de, je sais pas, la théorie du complot, mais ça mérite quand même réflexion, tous ces sujets-là, parce que c'est une question économique et l'économie n'est pas morale, ni immorale, elle est amorale. Hein, tous les moyens sont bons pour certains de s'enrichir, d'autant plus qu'il y a eu des essais cliniques, des scandales par le passé qui ont explosé en Afrique, au Nigeria, par rapport aux essais cliniques de certaines industries pharmaceutiques. Et voilà, ce sont des choses, mais bon, jusqu'à ce que l'Afrique soit... on est optimiste, il faut être optimiste, que l'Afrique arrive à mettre des laboratoires capables d'analyser ces aspects des choses. Et il y a des choses qui sont encore plus flagrantes que Ebola, qu'on n'en parle pas, qui sont encore dans les tiroirs, notamment le décès des jeunes retraités maliens qui travaillent en France et qui arrivent, il y a près de 50% quand même, qui est énorme, d'entre eux qui meurent au bout de 2 ans du début de leur retraite. Donc ça pose, il y a beaucoup de gens qui se posent la question là-dessus, ça mérite réflexion. Tout ça nous dit qu'il faut être très très vigilant. Aujourd'hui, on n'a pas les preuves pour l'affirmer, mais... Très bien, l'ami allemand. Pour compléter, pour poursuivre les questions autour des preuves, même si on n'a pas de preuves, je dirais en quelque sorte palpables, quand on revient sur le virus Ebola qui est apparu, je dirais officiellement en 1976, qui a fait entre 300, je crois, et 400 morts à l'époque. Il est quand même bizarre que personne s'est posé la question qu'à cette époque, il y a eu que, contrairement aujourd'hui, où ça a dépassé plus de 1000 morts, que d'un coup de baguette magique, le virus a disparu. Et le virus réapparaît en Afrique de l'Ouest et fait des ravages. C'est-à-dire quadruple le chiffre qu'on avait estimé à l'époque de 1976. Effectivement, l'OMS nous parle d'un sérum expérimental et que pour qu'il soit plus efficace dans l'effet de masse, il faudrait concocter un vaccin. Il faudra attendre 2015, je crois, si je me souviens des articles que j'ai pu lire. Et pour répondre à la question, si l'industrie pharmaceutique ne profiterait pas des ravages de certains virus, moi je pense que oui, c'est un business. Hein, la santé est un business, comme tout autre domaine. Et un virus qui touche des pays dits pauvres, forcément n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique, puisqu'il faudrait que ces pays aient les moyens financiers de se doter ces vaccins
ou la main-d'œuvre qui permettrait de, je dirais en quelque sorte, de chercher ou de trouver les vaccins contre ces virus. Mais là, on assiste à quoi? On assiste tout simplement à ce que, je dirais en quelque sorte, l'Afrique est une nouvelle fois le crash test de tout un tas de choses, d'expériences même, je dirais, sur les êtres humains, puisqu'il ne faut pas oublier que ces virus-là ont d'abord été testés sur des animaux. Après, bon, aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que c'est transmis par les chauves-souris, et les chauves-souris transmettent à d'autres animaux qui ensuite, au contact de l'homme, ça on le voit dans les films. Mais on sait très bien que pour pouvoir expérimenter jusqu'au bout un virus et pour voir jusqu'à où ça pourrait provoquer tout un tas de dégâts, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On provoque le chaos, on sème la peur et ensuite on réussit à se saisir de tout ce qu'on veut. Donc pour moi je pense que c'est stratégique, mais j'espère qu'une solution sera trouvée et que les Africains décideront de vraiment mettre la pression et à ne plus être voilà, le crash test de l'Occident. Moi, je pense que aujourd'hui, la réapparition du virus Ebola devrait quand même aussi interpeller aussi bien les Africains que l'Occident. En particulier nous-mêmes, les Africains. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui, la science progresse de plus en plus. Et Ebola est apparu en 1976, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai pu lire dans la littérature. Depuis 1976, si les industries pharmaceutiques occidentales ne s'y sont pas intéressées, il ne faut pas se voiler la face. C'est que non seulement d'une part, par rapport au nombre de morts, ce n'était pas suffisant, même si c'est un peu, je vais dire, entre griffes diabolique de le dire. D'autre part, ceux qui sont touchés, ils n'ont pas forcément le pouvoir d'achat de pouvoir acquérir des vaccins qu'on pourrait éventuellement produire. Je fais le parallèle avec le virus H5N1. Quand c'est apparu il y a déjà 2-3 années, voire même un peu plus en Asie, assez rapidement on a trouvé une réponse. La particularité en Afrique, c'est que aussi les systèmes de vigilance, d'alerte aussi ont montré leurs limites. C'est-à-dire que quand ça a commencé, la fièvre Ebola a commencé en Guinée, on pensait que c'était un épiphénomène. On n'a pas pris en compte la dimension de la mobilité des personnes dans la sous-région. Et si le virus est propagé aux pays voisins, que ce soit la Sierra Leone ou le Libéria, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on arrive en fait dans un monde où les gens se déplacent. On a eu ça, on a eu 2 cas en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne, mais tout simplement parce que ce sont des personnes qui revenaient de ces champs. Donc, on touche du doigt une réalité, même si il faut se poser les questions de l'opportunité des multinationales occidentales à s'intéresser à ce virus, mais aussi il faudrait que nous-mêmes Africains, on puisse trouver et mettre en place très tôt des solutions pour pouvoir contrecarrer ce genre de virus pour que demain la santé publique ne soit pas aussi terre à terre et qu'on attend toujours de l'Europe ou des États-Unis des réponses à des problèmes locaux. Oui, en fait, je voulais juste répondre sur 2 points. Le premier point, c'est de dire qu'au-delà du lobby pharmaceutique, il y a aussi une volonté géopolitique derrière. C'est un instrument pour les États occidentaux pour pouvoir mettre plus de pression sur les États africains. Et je voulais rebondir sur un autre point que mon ami a évoqué, c'est de dire qu'il faut que les Africains essaient de trouver une solution. En fait, j'avais un prof qui me disait que lorsque vous voulez transporter une éprouvette des labos
de la France à Bamako, ça coûte 2 fois plus cher que lorsque vous le transportez de Paris à New York. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté manifeste qui est là pour empêcher les Africains de s'industrialiser, de devenir autonomes. C'est orchestré tout ça. C'est ça le vrai problème. On nous empêche d'évoluer. C'est ce qu'il faut souligner là-dedans. Donc pour conclure sur ça, j'aimerais rajouter certaines choses. Quand vous prenez le cas du palu, enfin, depuis que nous ne sommes pas nés, que nos parents ne sont pas nés, le palu existe. Il faut savoir qu'il y a un éminent professeur malien du nom de Goubara Dumbo et son homologue colombien du nom de Escobar qui avait mis au point un vaccin efficace contre le palu, sauf que ça rapporte plus à l'industrie pharmaceutique, donc aux multinationales pharmaceutiques, ça leur rapporte plus de vendre des médicaments une fois qu'on a le palu plutôt que la prévention contre le palu. Nous sommes tous ici issus d'Afrique. Chacun de nous a déjà contracté le palu. Chacun de nous a sa famille. En gros, j'ai envie de dire que ça coûte cher à toutes les familles de soigner le palu chaque année. Cet argent, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Cet argent va à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est l'OMS, ce sont les multinationales pharmaceutiques qui nous dictent leurs lois. Donc quand on refuse les vaccins contre le palu, il y a une volonté manifeste derrière de laisser les gens mourir, ou en tout cas avant qu'ils meurent de prendre leur argent. Aujourd'hui, c'est le virus voilà, je suis surpris, j'ai été surpris et effaré de constater que dès que 2 Américains ont contracté cette maladie, il y a un remède miracle qui est apparu, et comme par hasard, ce remède il est expérimental, donc on ne peut pas l'appliquer à tout le monde. Ça fait rigoler. Mais en fait, quel moyen l'Afrique a aujourd'hui de contourner ces gens-là? Quel moyen aujourd'hui l'Afrique, le berceau de toutes ces maladies-là, comme on veut le faire croire à tout le monde alors que ces maladies sont fabriquées en laboratoire, quelles sont les alternatives que les Africains ont aujourd'hui pour contrecarrer? Il faut juste récupérer les scientifiques africains, peut-être les mettre dans une prison et dans cette prison mettre un laboratoire pour qu'ils trouvent des choses et ensuite soigner les fils de l'Afrique. Parce que compter sur d'autres personnes pour le faire, malheureusement, c'est comme trouver des remèdes aux guerres qui se passent en Afrique. Donc ceci nous permet de rebondir sur le dernier thème. Je vais vous demander d'être plus bref que ça. Quelle organisation possible pour la diaspora africaine de France en termes d'économie, de lobby et de représentativité? On va commencer par Alman. On va être bref. Je pense que le système de lobby, pour moi, serait une belle initiative. Mais avant d'y arriver, on a déjà du mal. Parce que quand on regarde, effectivement, quand on se positionne très souvent sur la question noire quand on est en France, il y a déjà une réalité auquel on est confronté. Vous allez prendre dans un groupe, je vais prendre chez les Maliens, sur les querelles historiques ou non entre les ethnies, vous avez déjà un problème à ce niveau. Les Soninké vont être avec les Soninké, les Bambara vont être avec les Bambara, les Peuls avec les Peuls, et vice-versa. Déjà, on a énormément de mal à mettre toutes ces extra-communautés, comme je pourrais dire, autour du même table et de se mettre d'accord. Comment nous, Africains, on peut réussir à se donner la main sans forcément s'arrêter sur des frontières qu'on s'impose, qu'on nous a certes imposées avec des faits historiques, mais nous, Africains. Aujourd'hui, certains me reprochent d'aller soutenir les Palestiniens. Mais je leur envoie la question. Je dis, quand je viens soutenir les Maliens, je ne vous vois pas. Donc voyons déjà ce premier problème. Parce que moi, je n'ai aucun problème à aller soutenir un Kurde, un Palestinien, un Japonais, ou même un Blanc. Parce que je bouge déjà pour ceux qui me ressemblent. Et je pense que là, déjà, on ferait un grand pas avant d'arriver à un lobby. Parce qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives qui disent oui, on va essayer de créer un lobby. Mais certains, effectivement, s'organisent dans l'événementiel, en faisant des soirées caritatives et autres, mais ça ne va pas au-delà. Parce que quand on va sur le terrain, je vois nos jeunes, franco-maliens ou non, mais nos jeunes afro, qui ont
qui souffrent encore, je dirais, je suis passé par la crise identitaire, mais ces jeunes-là souffrent 2 fois plus, même je dirais 10 fois plus de la crise identitaire. Parce qu'on dit que quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Donc du moins, on aura du mal à savoir où est-ce qu'on va aller. Et je pense que pour l'avenir de l'Afrique surtout, que ce soit la diaspora, les locaux, il va falloir qu'on ait un grand travail puisqu'on rentre indirectement dans une guerre de mentalité même, parfois. Ceux qui ont une lecture, je dirais, brouillée par... je reviens encore sur les faits historiques, mais je pense que une nouvelle génération, une génération qui émerge, qui évolue sans forcément s'arrêter sur les frontières qu'on s'impose, commence à saisir l'importance de ne pas effacer nos particularités, mais de faire de nos particularités une force. Lucien? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, mon prédécesseur a souligné le rôle du lobby africain est important. Mais au-delà du lobby, il faut qu'on arrive aujourd'hui à voir la diaspora africaine dans un sens décloisonné. L'Afrique, du nord au sud, d'est en ouest, qu'on arrête de réfléchir en pays. C'est vrai que nous avons un certain nombre de barrières frontalières, de barrières sociologiques, de barrières culturelles, ethniques, ethnologiques et tout autre. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un village. Pour moi, dans ma conception, certains parleraient de panafricanisme, peu importe en tout cas le langage ou la sémantique qu'on puisse utiliser, mais le problème qui se passe au Sénégal doit être celui du Sud-Africain. Pour moi, aujourd'hui, l'Union africaine, quand on parle, on dit aujourd'hui même que la diaspora africaine est le 55e pays. Mais c'est encore dans les discours. Il faudrait vraiment que ça devienne une réalité et que cette diaspora-là puisse apporter sa contribution. Qu'un jeune Malien puisse aller aujourd'hui travailler en Tanzanie comme s'il repartait aller travailler au Mali. Parce qu'on a encore certains freins fonctionnels. Je prends le cas tout récemment des 2 Congos, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo, où pour partir d'un État, 2 pays voisins qui sont séparés par un fleuve, on est obligé de demander une carte de séjour. Nous sommes sur le même continent, 2 pays voisins, c'est vraiment hilarant et incompréhensible. Donc, le rôle aujourd'hui, pour moi, de la diaspora africaine à Paris, en France en particulier, c'est d'apporter cette contribution, de montrer un autre visage. Moi, j'y crois, honnêtement, j'y crois fermement que demain, cette jeunesse africaine décomplexée, qui a vécu aussi bien à l'étranger, avec des réalités africaines, peut apporter cette contribution et peut faire bouger les choses. Et je pense que si on s'organise et qu'on arrête de réfléchir par pays, par ethnie, par région ou par affinité confessionnelle, on peut déplacer les montagnes. Il y a un problème endogène et un problème exogène. Le problème exogène, on ne voit pas le problème endogène qui fait qu'on est divisé, c'est-à-dire des divisions qui viennent du sein de la diaspora même. C'est ça qui est pire que le problème exogène, d'autres qui nous ramènent toujours à la géopolitique, que d'autres ont intérêt à ce que nous ne soyons pas unis. Donc, on a des problèmes, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par Almami. Au-delà de ça, il y a la suspicion. Hein. Il y a toujours un qui est là. Quand on se met ensemble, il y en a. Si l'autre ne cherche pas à dire, ouais, mettons-nous ensemble, hein, on est fort là-dessus, unissons-nous, mais il faut que tout le monde soit derrière moi. Il y en a un qui souhaite utiliser tout le monde, ou derrière les autres disent, ouais, mais si on se met ensemble, il y a toujours un qui veut, voilà. Il y a ça, et puis. Moi, je pense que ce qu'il faut, il faut que nous prenions conscience qu'on peut ne pas être d'accord sur un point, mais essayons de faire avancer ensemble ce sur quoi nous sommes d'accord. Ça passe par
des initiatives telles que ce que vous venez d'initier. Moi, je ne connaissais pas mon ami béninois. L'autre jour, je partageais le même plateau avec un centrafricain. Je pense que c'est sur des plateaux comme ça que les connaissances arrivent. Je veux rappeler un fait historique, le mouvement de la négritude. Hein, c'est parti avec des jeunes étudiants africains qui étaient là, qui se sont mis autour des tables, qui ont initié des choses. Ça aboutit après au panafricanisme sur le plan politique. Je pense que ce sont des concepts, Almami le disait sur un autre terme tout à l'heure, il faut qu'on revienne dans ce concept-là. On peut être différent, mais se mettre d'accord et construire quelque chose ensemble. Et nous n'avons pas d'autre issue que ça. Qu'on le veuille ou non, il faut passer par ça. Une anecdote, hier, il y a quelqu'un qui me disait Israël, un petit pays. J'ai dit, mais vous rigolez? Israël, c'est le plus grand pays du monde. Ce n'est pas seulement l'État d'Israël. Toute la diaspora juive, c'est l'Israël, quelque part. Ça veut dire que c'est le plus grand pays du monde. Et l'Afrique n'a pas d'autre choix que d'utiliser la diaspora. Et cette diaspora-là, il faut que nous soyons responsables, que nous prenions conscience qu'il faut qu'on travaille ensemble. On peut ne pas être d'accord. Il peut y avoir des accros, mais faisons avancer ce sur quoi on est d'accord. Bah, sur la question, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, mais il y a juste quelques points à souligner, c'est-à-dire faites un tour à Château-Rouge, faites un tour à Barbès, vous verrez, les produits africains sont vendus par des Chinois ou par des Bangladesh ou des Sri Lankais. Donc ça interpelle beaucoup. Et il y a aussi une phrase qu'on m'a dit il y a quelques années que je n'ai pas oublié du tout, c'est-à-dire les Africains préfèrent être chef de rien qu'être sous-chef de quelque chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il suffit juste d'organiser, de regrouper des Africains pour leur dire, bon écoutez, on doit structurer quelque chose. Tout de suite, vous verrez des têtes qui vont sortir de partout. Oui, moi je vais être ici, je vais être ça. Et in fine, ça explose. Donc il faut vraiment que, comme ça a été dit ici, hein, il faut vraiment qu'on arrive à outrepasser ces limites-là, ces frontières qu'on s'impose nous-mêmes pour espérer vraiment aller de l'avant. C'est ce que je souhaiterais apporter. Par rapport à ce dernier thème, qu'il y a un problème de leadership de la communauté africaine en France. Il y a un gros problème de leadership, c'est-à-dire qu'à part les footballeurs, il n'y a personne d'autre, et peut-être quelques chanteurs, il n'y a personne d'autre à qui s'identifier sur le plan culturel, sur le plan politique. Chaque fois qu'on a un homme politique qui atteint le sommet, on s'est décédé de cette personne parce qu'on ne la reconnaît plus. On a vu le cas de Ramayad, on a vu le cas de Fadela Amara ou le cas de Rachida Dati, qu'on pensait être des gens qui pouvaient représenter la diaspora au plus haut sommet et dicter la loi de la diaspora, ou sinon évoquer de temps en temps le rôle de la diaspora. Ça n'a pas été le cas. Harlem Désir, qui est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste, n'est plus reconnaissable par les Africains. Donc il y a un problème de leadership. À côté de ça aussi, il y a quelque chose qu'on pourrait solutionner tout simplement, c'est nos habitudes de consommation. Changer, trouver une alternative. Aujourd'hui, quand vous prenez des produits dits produits africains, le business est tenu par d'autres personnes. Donc, il faut se poser des questions. Quand il y a des compagnies d'aviation africaines qui peuvent vous ramener, passer vos vacances dans vos pays, peu de gens font l'effort nécessaire d'aller prendre des billets de Air Bénin ou de Air Centrafrique ou de Air Mali quand ça existait. Les gens préfèrent prendre d'autres compagnies parce qu'il y a une communication autour qui nous fait croire que ce n'est pas sécuriser ces avions, qu'il faut prendre Air France, sinon on n'arrivera pas à bon port. Et aussi nos habitudes d'habillement. Peu de gens ont des tenues dites artisanaux confectionnés par des artisans de nos pays africains. Je ne parle pas du bazin ou du wax venu d'Hollande ou autre chose. Je parle d'habits par exemple confectionnés en coton par notre cher ami Goïta, qui utilise le coton malien, ou un couturier béninois qui utiliserait du coton béninois pour créer des œuvres béninois. Peu de Béninois mettront ça, par exemple, pour aller au boulot, pour aller à des concerts, pour aller en boîte. Donc, il faut changer les mentalités. Il y a aussi l'alimentation que j'avais cité, je crois. Le problème avec l'alimentation, c'est qu'on est incapable de créer nos propres réseaux de distribution des aliments qui viennent pourtant de l'Afrique ou qui viennent des pays du Sud. On est amené à aller donner notre argent à d'autres personnes qui s'enrichissent et nous, entre-temps, on est juste là pour consommer. Quand on prend aussi les marques,
il y a très peu de marques africaines connues dans la diaspora. Il y a beaucoup de gens qui ont créé leurs marques, mais ces marques-là n'arrivent pas à exister, pas parce qu'il n'y a pas de publicité, tout simplement parce que nous ne retournons pas vers ces marques-là. Et ce genre d'attitude contribue à ce que la diaspora n'ait pas son rôle, n'ait pas de lobby. On ne peut pas faire de lobby avec des gens qui tiennent le mur. On ne peut pas faire de lobby avec des étudiants. On peut faire de lobby avec des gens qui ont des entreprises, des gens qui ont des médias, des gens qui sont des poids lourds de la musique, qui sont des poids lourds de la culture. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Pas qu'il n'y ait pas d'entrepreneurs africains, pas qu'il n'y ait pas de médias africains, pas qu'il n'y ait pas de gens puissants, sauf que ces gens ils sont disséminés, ils ne sont pas associés. Et donc un lobby, ça commence à avoir quelque chose et ensuite se rajouter à une autre personne qui a déjà fait quelque chose. Quand nous prenons aussi j'ai envie de rajouter pour finir qu'il faut prendre les bonnes recettes des juifs de France qui sont dans ce qu'on appelle une endogamie, pas pour se marier entre eux, mais pour consommer juif, pour réfléchir juif. Ils s'ouvrent sur les autres, sauf qu'ils apportent ce qu'ils ont de meilleur aux autres. Ils prennent ce que les autres ont de meilleur, ils l'amènent chez eux, ils le convertissent en juif. C'est exactement comme ça que le peuple africain de France devrait réfléchir pour améliorer son sort. Quand on prend le cas des Congolais qui sont quand même parvenus à créer la sapologie, moi je respecte ce concept. Sauf que si c'est pour mettre du Pierre Cardin, du Gucci, du Dolce Gabbana, ça n'a aucun sens. Il faut que les Congolais réfléchissent à créer des marques du Congolais, que ces marques soient endossées par des gens comme Fali Ipupa ou Kofi Olomide, et que les Congolais et les autres Africains s'habillent dans ces marques-là. Donc voilà, le chemin est très long, mais c'est possible. Économiquement, par rapport au lobby et au niveau de la représentativité, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'il y ait des élus qui prennent la parole, qui ne se contentent pas de caresser parce qu'ils sont adjoints au maire ou ils sont 13e adjoints au maire ou ils sont suppléants de députés, qui ne se contentent pas de ça, qui visent les postes de députés de leur commune, qui visent le poste de maire de leur commune. C'est possible. Voilà, Barack Obama, même si ça a vendu aujourd'hui, le Yes We Can, c'est possible. Sur ce, je vous remercie. Le très cher ami qui représente le Bénin ici, Eric, Alman Kamté, Tapa Conté et Moussa Badia-Doumbia et tous les techniciens dont Tandina Touré qui fait bien son boulot, Babadem de l'ADEM qui vient nous aider, Mariam Kadia Kamara, la présentatrice d'une autre émission, Mariam Sissoko. Voilà, je vous remercie tous et à dimanche prochain.